Avant toute chose, John veut vérifier la vitesse que peut atteindre le char. Le cascadeur lance ses chevaux autour de la piste. J'ai ici un pistolet radar. C'est l'outil préféré des policiers qui aiment nous coller des amendes. Voyons voir si ce char mérite un PV. Génial. Il a fait une pointe à 32 km/h. Le problème, c'est qu'il est obligé de ralentir au tournant. Mais il sait bien pousser ses chevaux. Splendide. Il est monté à 37 km/h. Il a ralenti un peu plus tard. 37 km/h, c'est pas mal pour un engin de ce poids. À mon avis, les cibles qu'on va installer vont souffrir. 1 tonne de bois, de fer et de muscles lancés à 37 km/h. Voilà un spectacle qui devait terrifier l'infanterie adverse. Mais les ingénieurs perses avaient-ils fait les bons calculs? Pouvait-on dresser un cheval à passer à côté d'un soldat ennemi et à le faucher? J'ai trouvé un courageux volontaire. Il veut bien être la cible de notre conducteur de char. Cette fois, les chevaux seront lancés à pleine vitesse. Le conducteur va choisir sa trajectoire et la faux va venir cueillir le mannequin au niveau des jambes. C'est une expérience exceptionnelle avec un char à faux. Bon sang! Vous avez vu la puissance? On croirait qu'il a été renversé par un bus. Non seulement les jambes ont été sectionnées, mais le corps a été projeté en l'air. En plus, on avait placé des parpaings pour retenir le mannequin, et eux aussi ont été retournés. Ça vous donne une idée de la puissance du coup qu'a reçu notre pauvre volontaire. C'était mortel. Mais enfin, les soldats de l'Antiquité n'étaient pas stupides. Ils connaissaient les ravages que ce char pouvait causer dans les premiers rangs. Dès qu'ils le voyaient, ils devaient avoir l'estomac retourné. Face à une charge de char à faux, les soldats en première ligne devaient s'enfuir parce que sinon, c'était la mort assurée. Si dès qu'on alignait ces chars, c'était la panique et la débâcle dans le camp adverse, c'était gagné. Parce que pour être efficace, une armée doit être disciplinée et en ordre de bataille. Semer la pagaille chez l'ennemi, c'est déjà prendre l'avantage. Dans ce cas, ces chars gagnaient la bataille. Le char à faux semble donc invincible. La question qui se pose, c'est quelle défense contre cette arme de choc? La réponse sera apportée par le plus grand chef militaire de l'époque, Alexandre le Grand. Voici des clous à 4 pointes. On sait qu'Alexandre s'en est servi à la bataille de Gaugamel contre les chars à faux de Darius. C'est ainsi que le royaume de Macédoine a remporté la victoire. Quoi qu'il arrive, cette étoile tombe toujours avec une pointe vers le haut et cette pointe traverse les sabots des chevaux. Ça a été une expérience formidable de tester les chars à faux dans cette arène et de voir leur potentiel. Nous avons fait revivre ce que les auteurs de l'Antiquité nous ont transmis dans leurs récits. À présent, nous savons que ces chars étaient une arme puissante sur un champ de bataille, mais qui n'était pas invincible. Malgré tout, c'était de redoutables faucheurs d'hommes. Cependant, de toutes les machines de guerre des temps anciens que nos équipes ont testées, il en est une qui rassemble les points forts de toutes les autres. Armée de centaines de catapultes, servie par des milliers de soldats, c'était le plus grand engin militaire mobile de l'histoire. Un engin si colossal et si bien armé qu'il lui fallait un nom à la hauteur de ses prétentions. L'Hélépole, le tombeur de cité. Armes antipersonnelles, missiles sol-air, dispositifs délimitant des zones interdites. Le nom de chaque engin militaire évoque son mode d'utilisation et la tactique à laquelle il correspond. Il en a été de même dans l'Antiquité. On devine aisément pourquoi la plus grosse machine de guerre de l'histoire, dotée d'une énorme puissance de feu, a été baptisée le tombeur de cité.
Au mois de juin 323 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand, le plus prestigieux général que la terre ait porté, s'éteint. Il ne lui aura fallu que 8 ans pour étendre sa domination sur l'ensemble du monde connu d'alors et conquérir le territoire de centaines de peuples. Un exploit jamais accompli avant lui, ni depuis. Après la mort d'Alexandre, il y a eu une vacance du pouvoir. Cet homme avait créé un vaste empire et on se demandait bien qui allait en hériter. À sa mort, ses généraux se disputent le contrôle de cet immense empire. 3 grandes puissances auraient aimé asseoir leur domination sur la Méditerranée orientale. La Macédoine, menée par Antigone et Démétrius, les Séleucides et les Ptolémées en Égypte. Tous convoitaient des zones stratégiques. Le conflit va se régler en Méditerranée orientale. Sur ces îles se croisaient les routes qui acheminaient vers les cités grecques et romaines, les bijoux et les épices venus d'Orient et le grain en provenance de la fertile vallée du Nil. Contrôler ces îles, c'était contrôler l'Empire. L'une d'elles en particulier va se trouver au cœur de la plus grande lutte d'influence de l'Antiquité, Rhodes.